Ay Carmela, on l'avait déjà présenté lors d'une notre assemblée générale. À l'époque, c'était à l'école de commerce. Donc, c'est un film qui est sorti en version restaurée. Je sais pas où tu Un veux, des par anciens là. films de Sora. Et son dernier film, Elle était de Mondo, c'est un inédit qui n'est pas passé à Clermont encore. Donc là, vous allez voir Ay Carmena, ça se passe en Amérique civile, avec donc le truc de théâtre. Ensuite, la conférencière qui est là, je crois, elle est là-bas, Virginie. Elle fera donc une conférence sur Carlos Saura et on verra ensemble le dernier film, Rey del Mundo. Mais si vous avez des questions à poser après le film ou pendant la conférence, ça sera le moment. Ça sera très intéressant de lui rendre hommage. Un grand réalisateur espagnol qui a disparu mais qui nous laisse des traces inoubliables de son cinéma. Merci en tous les cas d'être présent, toujours dans notre bonne humeur. À tout à l'heure. Merci. Donc la filmographie. Merci Esperanza. Je tiens aussi à remercier toute l'association de la Semaine du cinéma hispanique. Comme le disait Esperanza, c'est donc la 3e fois et c'est pour moi un véritable plaisir et un honneur d'être avec vous ce soir. Donc j'ai préparé quelques petites notes histoire de pas trop m'éparpiller non plus. J'ai vu quelques étudiants dans la salle, vous savez que j'ai une tendance à beaucoup parler. Donc, comme je le disais aussi, il est assez compliqué de prendre la parole après un tel final. Une fin bouleversante, un film absolument bouleversant, une Carmen Maura, qui est absolument exceptionnelle aussi. Et donc je vais vous parler, faire un petit peu le lien, si vous voulez bien, entre les deux films que nous voyons ce soir. Donc là on parle de Carlos Saura, un véritable monument du cinéma hispanique, un auteur exceptionnel, un cinéaste exceptionnel qui est né en 1932 à Huesca, donc dans la communauté d'Aragon. Et donc, comme le disait Esperanza, décédé en février dernier, le 10 février dernier, la veille de sa remise du prix du Goya d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Et donc, effectivement, ce film est l'un des derniers films, ce n'est pas le dernier. Le dernier, qui n'est pas encore distribué. Oui, qui n'est pas encore distribué, effectivement. Las Paredes Hablan, où Carlos Saura fait plutôt référence à l'Espagne, donc plus l'Espagne de la rue, graffiti, etc. Mais ici, donc, nous voyons plusieurs formes de Carlos Saura, du cinéma de Carlos Saura. Donc, pour le présenter, Carlos Saura, vous avez forcément vu un ou plusieurs de ses films. Carlos Saura, c'est Cría Cuervos, c'est Peppermint Frappé, c'est Vivre vite, La chasse, etc. Donc, c'est finalement tout un répertoire absolument énorme, une carrière de plus de 60 ans, plus de 50 films à son actif, donc effectivement, nous avons là un cinéaste, l'un des plus, avec une carrière des plus longues dans le cinéma espagnol, et donc lui-même disait que son œuvre pouvait se diviser en 2 parties. Lui classait son œuvre en 2 catégories, c'est-à-dire les œuvres plus du ressort de l'imaginaire et d'autres plus terre à terre. Ici, effectivement, on pourrait observer plusieurs versants dans l'œuvre de Saura. Saura est un cinéaste du patrimoine, comme on l'a dit ce soir. C'est un cinéaste qui, malgré lui aussi, parfois s'est fait l'ambassadeur de l'Espagne à l'étranger. C'est ce qu'on a vu notamment quand il a fait la trilogie du flamenco, avec des œuvres telles que Bodas de Sangre, l'adaptation de Bodas de Sangre de Federico García Lorca, l'adaptation de Carmen de Mérimée, et enfin de El Amor Brujo de Manuel de Falla. On pourrait citer d'autres œuvres telles que Iberia, qui est de la suite Albéniz.
Et donc c'est à partir des années 80 finalement que Saoura va plutôt se diriger vers la danse. Donc là nous avons vu un exemple, c'est peut-être d'ailleurs ce qui lie ces deux films, cette danse. Et il va aussi s'orienter non seulement vers un genre de fiction, mais surtout aussi vers le documentaire. C'est ce qu'on voit aussi avec d'autres films tels que Sevillanas, tels que Flamenco. Donc il va explorer finalement à chaque fois les limites de la création, les limites aussi du cinéma. Donc si on pouvait finalement établir certains points de convergence entre ces deux œuvres, les deux œuvres que nous allons voir, donc, que nous avons déjà vu, Ay Carmela et celle-ci, El Rey de todo el mundo. Premièrement, on pourrait parler du titre. Le titre, Ay Carmela, comme nous l'avons vu, effectivement est une chanson qui avait été originalement créée lors de la guerre d'indépendance en Espagne en 1808, contre les troupes de Napoléon, qui ensuite a été reprise lors de la guerre civile. Elle porte plusieurs noms, ça peut être El Ejército del Ebro, ça peut être aussi la Quinta Brigada. Dans tous les cas, c'est devenu un hymne pour la partie républicaine, pour le camp républicain, et qui a été notamment repris lors de la bataille de l'Èbre. C'est ce que vous avez vu également dans le film, une bataille où il y a eu une offensive républicaine sans pareil. Ça s'est passé le 15 juillet 1938, et c'est d'ailleurs le moment donc de ce film, Ay Carmela. Ensuite, pour établir donc ces points communs, on peut parler de El Rey de todo el mundo. Dans El Rey de todo el mundo, on change complètement d'ambiance, hein. On va aller au Mexique. Et dans ce cas-là, effectivement, le El Rey de todo el mundo, c'est également les paroles d'une chanson. Les paroles d'une chanson qui a été notamment interprétée par Pedro Infante, qui était un chanteur et acteur mexicain. La chanson qui est une ranchera mexicaine s'intitule Fallas de Corazón. Et c'est là aussi, donc, nous pouvons voir ce lien qu'établit la musique entre les deux films. Autre point de convergence, les personnages. Au niveau des personnages, dans Ay Carmela, nous avons vu ce couple atypique, disons, chacun dans leur style, avec une Carmela absolument exceptionnelle, mais surtout déterminée, qui n'a pas la langue dans sa poche, qui campe sur ses positions également, et qui est interprétée par Carmen Maura. Carmen Maura, qui à ce moment-là était dans la fleur de l'âge, hein, c'était déjà une actrice connue, elle avait environ 40 ans, et elle avait à son actif déjà un certain nombre de films, donc c'était une actrice connue de manière internationale aussi, hein, elle avait déjà tourné avec Pedro Almodóvar à ce moment-là dans Mujeres al borde de un ataque de nervios, et donc dans ce personnage de Carmela, déterminé d'un côté, puis son compagnon, Paulino, son mari même, qui lui, disons qu'elle l'appelle Cagone, qui est plutôt trouillard, mais si on le voit depuis une autre perspective, c'est surtout qu'il cherche la survie. La survie dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il n'a aucun problème à changer son discours selon la personne à laquelle il s'adresse. Il n'a aucun problème non plus, disons, à vouloir avoir ces moments d'intimité avec Carmela, peu importe la situation aussi, hein, une situation somme toute assez angoissante. Et dans El Rey de todo el mundo, nous allons avoir un autre couple, ou plutôt un ancien couple. Dans ce cas-là, il s'agira de Manuel, comme nous allons le voir, qui est l'archétype du dramaturge qui, disons, utilise le théâtre comme exutoire, comme moyen aussi cathartique de comprendre ce qu'il traverse. Hein, au moment, vous allez le voir, l'autre
protagoniste qui est Sarah va lui dire est-ce que ce que tu me proposes est autobiographique. Bon, et cette Sarah justement est son ex-femme, une ex-femme qui est chorégraphe, qui est danseuse et à laquelle Manuel fait appel pour justement monter sa pièce. Donc là aussi, deux couples, dans un film et dans l'autre, deux couples qui sont autour du spectacle, du monde de l'art dans tous les cas, et c'est foncièrement aussi ce qui lie ces deux films. Dans les personnages secondaires, on pourrait trouver d'autres points de convergence. Vous avez vu ici l'attachant personnage de Gustavete, Gustavete qui est interprété par Gabino Diego. Gabino Diego qui était à ce moment-là un jeune acteur qu'on avait pu voir dans Las Bicicletas son para el verano, adapté de la pièce de théâtre de Fernando Gómez. On avait pu le voir aussi à ce moment-là dans Amanece que no es poco de José Luis Cuerda. Et donc Saura lui donne sa chance ici d'interpréter donc ce Gustavete qui est un personnage très, très tendre qui, suite à un choc émotionnel, est devenu complètement muet. Et nous voyons donc ce retour, cette fonction circulaire de ce film. À la fin, il retrouve sa voix justement pour crier un dernier Carmela. Donc Gustavete qui ajoute cette partie aussi comique, puisque nous l'avons vu avec cette scène où Paulino mange du chat, mais qu'il tâche de se persuader qu'il s'agit d'un lapin. Donc un jeune personnage, qui était aussi connu du public, et du côté du film Le Roi du Monde, on va avoir trois personnages. On va avoir un triangle amoureux entre trois personnages. Inès, qui est une jeune danseuse, accompagnée de Juan et de Diego. Donc là aussi, Saura a fait appel à des acteurs tout à fait singuliers, puisque Inès, qui est interprétée par Greta Elizondo, est en réalité la première danseuse du Ballet National du Mexique. Et pour sa part, celui qui joue le personnage de Diego est Isaac Hernandez, qui lui est le premier danseur du Ballet National de Londres. Donc vous allez voir ici des danseurs de haute volée. Et enfin, nous pouvons voir certaines similitudes dans la trame, dans l'histoire, puisque finalement aussi dans Ay Carmela, il y a cette question de l'élaboration d'un spectacle, et aussi à travers le personnage complètement excentrique du lieutenant, le lieutenant Ripamonte. Donc l'élaboration d'un spectacle, les travers aussi que cela engendre, et du côté du Roi du Monde, on a un récit cinématographique tout à fait particulier. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un jeu, on peut dire ainsi, de poupées russes. Vous avez plusieurs récits imbriqués les uns dans les autres, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un film musical sur l'élaboration d'un film musical qui réfléchit à son tour sur un film musical. Donc vous avez ainsi plusieurs dimensions, et en plus de ça vont s'intercaler plusieurs trames parallèles, notamment donc une histoire autour de ce triangle amoureux formé par les danseurs d'une part, et sur disons la relation amoureuse, qui n'en est plus une, du metteur en scène ainsi que de la chorégraphe. Bref, pour ne pas trop m'étendre, Saura est un artiste complet, et j'aimerais aussi vous parler brièvement d'une partie qui me paraît tout à fait intéressante sur la présence de la peinture dans ces œuvres-là. Du côté de Ay Carmela, vous avez vu des références répétées à Goya. Goya qui apparaissait non seulement sur le nom du théâtre, mais aussi le 3 mai, le tableau du 3 mai qui apparaissait lors de l'exécution
des personnages, des premiers brigadistes et donc des prisonniers de manière plus générale. Aussi, on pourrait parler de peinture lorsqu'on a vu Carmen Saura avec un sein nu, hein, qui rappelle bien évidemment la liberté guidant le peuple de Delacroix. Et ce qui renforce donc cette idée de Carmela comme métaphore de la République, et aussi sa mort qui est donc le présage du destin funeste aussi des républicains de la République, et surtout la victoire du camp nationaliste. Du côté du roi du monde, vous allez avoir tout un tas de références bien évidemment au Mexique. Mexique, donc en particulier comme dans la peinture, vous allez avoir vous allez voir des œuvres, par exemple de Siqueiros, de José Clemente Orozco, qui sont les représentants du muralisme mexicain. Les étudiants sourient. Du muralisme mexicain avec Diego Rivera, et surtout vous allez avoir aussi une référence extrêmement explicite à Frida Kahlo dans ce personnage qui va être en chaise roulante et omnibulé par les miroirs. Bref, pour ne pas m'étendre davantage, dans ce film Le Roi du Monde, la critique l'a qualifié comme une véritable lettre d'amour au Mexique. Hein. C'était pas la première fois que Saura, disons, faisait un film sur un pays autre que l'Espagne. On avait eu le cas avec Fado pour le Portugal. On avait vu aussi l'Argentine, Tango, et etc. Donc, sans prendre davantage de temps, je vous laisse en compagnie de cette ode au Mexique et à son histoire et à sa culture. Je vous remercie.